Les fusils anti-chars. Une arme devenue obsolète plus vite que le char. Le 22 septembre 1941, l'usine de Kovrov assembla les 50 premiers fusils anti-chars Degtyaryov. 7 semaines plus tard, la division Panfilov les utilisait déjà au combat près de Moscou. Le 15 novembre, le rapport opérationnel de la 316e division enregistra le premier résultat documenté. Un fusil, un char détruit à Chiryayevo. À la fin de la fusille avait été livré aux troupes. À la fin de la guerre, ce chiffre atteignait près de 400 000. En 1941, l'infanterie soviétique se retrouva face aux chars allemands pratiquement sans moyens efficaces de combat rapprochés. Les canons anti-chars manquaient. 2 concepteurs reçurent simultanément la mission de créer une nouvelle arme, Degtyaryov et Simonov. Seulement 22 jours séparèrent la formulation de la tâche des premiers tirs d'essai. Les 2 modèles furent adoptés. Le PTRD à chargement unique et le PTRS semi-automatique doté d'un chargeur de 5 cartouches. La balle de calibre 14 mm et demi perçait à 100 mètres un blindage allant jusqu'à 45 mm, suffisant pour les chars allemands du modèle 1941. Mais les chars n'étaient pas restés immobiles. Vers 1943, le Tigre entra en action avec un blindage frontal de 100 mm. Le fusil anti-char devenait inutile contre lui. L'arme restait efficace contre les véhicules blindés de transport de troupes, les engins légers et les points de tir fortifiés, mais elle ne pouvait plus accomplir sa tâche principale, arrêter un char. Les troupes soviétiques parvenaient à percer le blindage latéral du Tigre au PTRS à 100 mètres, mais aucun commandant ne voulait le laisser approcher à cette distance. La production cessa en janvier 1945. En Corée, les fusils soviétiques perçaient encore les flancs des chars américains. Au Vietnam, ils servaient à cribler les véhicules blindés de transport de troupes. Puis cette niche disparut à son tour, remplacée par les lance-roquettes. Les hydravions, tués par leur propre guerre. En 1938, il n'existait dans l'ensemble des États-Unis qu'une seule piste d'atterrissage en béton, à l'aérodrome de Floyd Bennett à New York. Tout le reste n'était que gazon et gravier. C'est précisément pour cette raison que les grands avions de l'époque décollaient de l'eau. Dans les années 20 et 30, l'hydravion à coque était le type dominant de l'aviation à long rayon d'action. La raison était purement pratique. Les havres abondaient dans le monde, tandis que les pistes en béton étaient presque inexistantes. L'hydravion ne dépendait d'aucune infrastructure au sol, une eau calme lui suffisait. La compagnie britannique Imperial Airways exploitait 40 hydravions à coque contre 12 appareils terrestres de la même catégorie. Les marines militaires suivaient la même voie. Le Japon construisit plus de 150 hydravions de combat, la Grande-Bretagne plus de 700, les États-Unis plus de 200. Pour la surveillance des étendues océaniques, la recherche de sous-marins et les opérations de sauvetage, l'hydravion à coque n'avait pas d'égal. Mais la guerre qui avait offert à l'hydravion son heure de gloire fut aussi celle qui le détruisit. La nécessité militaire exigea des aérodromes partout, sur les îles du Pacifique, en Afrique, en Alaska. Les gouvernements recouvrirent de béton des milliers de pistes à travers le monde. Une fois la guerre terminée, cette infrastructure demeura en place. L'avion terrestre pouvait désormais voler plus loin, transporter davantage et se révélait bien plus simple à entretenir. L'eau corrodait les coques, compliquait le chargement, rendait les opérations nocturnes dangereuses. La marine des États-Unis exploita des hydravions de combat jusqu'au début des années 70, mais il s'agissait d'inertie, non de stratégie. Les derniers hydravions militaires disparurent sans laisser de successeurs. Les dirigeables, une arme qui craignait le feu. Le 4 avril 1933, le dirigeable militaire américain Akron fut pris dans une tempête au-dessus de l'océan Atlantique, au large du New Jersey. Sur les 76 hommes à bord, 3 survécurent. 73 morts. C'est la plus grande catastrophe de dirigeable de l'histoire. Pas le Hindenburg, l'Akron. Presque personne ne s'en souvient. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne employait des dirigeables pour bombarder stratégiquement Londres et Paris. C'était une arme fondamentalement nouvelle. La possibilité d'attaquer des villes depuis les airs semblait révolutionnaire. L'Allemagne construisit plus de 100 dirigeables, dont des appareils militaires. Au début, les Britanniques ne pouvaient rien y faire.
Les dirigeables volaient à des altitudes inaccessibles aux chasseurs de l'époque. Mais vers 1917, la situation changea. Les Britanniques déployèrent autour de Londres 12 escadrilles d'intercepteurs, soit 110 appareils. Les balles incendiaires transformaient en torches la coque gonflée d'hydrogène. Sur 115 dirigeables allemands, 77 furent abattus ou mis hors de combat. Les Allemands se tournèrent vers les avions. Les bombardiers de type Gotha se révélèrent plus rapides, moins coûteux et bien plus difficiles à intercepter. Après la guerre, les Marines militaires continuèrent de croire aux dirigeables. La Marine des États-Unis construisit 2 dirigeables de combat géants, l'Akron et le Mekon, longs chacun de 239 mètres. Tous deux embarquaient des avions capables de décoller et d'atterrir en plein vol. Tous deux s'abîmèrent en mer, l'Akron en 1933, le Mekon en 1935. Le commandant du Mekon comptait parmi les 3 survivants de l'Akron. La moindre tempête transformait cette structure de 300 mètres en piège. Le programme fut abandonné. Les trains blindés, une forteresse sur rail. Le train blindé Krasnaya Zvezda ouvrait encore le feu sur les positions allemandes près de Leningrad en 1943. Son équipage comptait 183 hommes. Il ne pouvait se déplacer que sur des rails, ce qui en faisait à la fois une arme redoutable et impuissante. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, le train blindé semblait une solution idéale. Armement puissant, protection, mobilité. On l'employa pendant la guerre de sécession aux États-Unis, pendant la guerre russo-japonaise, pendant la Première Guerre mondiale. Durant la guerre civile russe, les trains blindés furent la principale force de choc des 2 camps. L'Union soviétique et le Japon continuaient de développer de nouveaux modèles encore dans les années 30. Mais les rails limitaient tout. Les partisans savaient où le train allait passer et posaient des explosifs à l'avance. L'aviation bombardait la voie à des centaines de kilomètres du lieu du combat. Les chars pouvaient avancer hors des routes, en contournant tout point de résistance. Un pont détruit ou un tronçon de voie minée suffisait à transformer cette forteresse de plusieurs tonnes sur roues en une cible immobile. Dans les années 30, l'Allemagne ne développa pratiquement pas les trains blindés, les jugeant dépassés. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils avaient presque disparu du théâtre européen des opérations. Réapparus pendant les guerres d'Indochine et de Yougoslavie, ils n'étaient déjà plus qu'une improvisation et non un type d'armement planifié. Les tankettes, un petit char, une grande erreur. Le char léger TKS affronta les troupes allemandes le 1er septembre 1939, blindage de 9 mm, équipage de 2 hommes, une mitrailleuse. Un obus anti-char le transperçait de part en part. Les tankistes polonais le savaient. Ils attaquèrent quand même. Dans les années 20, la tankette semblait une solution brillante. Faible coût de production, compacité, capacité à opérer là où les engins lourds ne pouvaient passer. La Carden Loyd britannique, ancêtre de toute la catégorie, fut diffusée dans 20 pays du monde. L'Union soviétique acheta 20 véhicules ainsi que la licence. La Pologne, la Tchécoslovaquie et le Japon créèrent leurs propres variantes. L'avenir semblait appartenir aux petits engins rapides. Mais l'avenir arriva sous la forme de fusils anti-chars, de mitrailleuses lourdes et d'obus à charge creuse. La tankette, avec ses 9 à 12 mm de blindage, ne résistait à rien de plus puissant qu'une arme d'infanterie. En Espagne, en Éthiopie et en Chine, on les incendiait à l'aide de simples fusils chargés de cartouches incendiaires. Après des essais, les militaires tchécoslovaques notèrent dans leur rapport que la conception était inadaptée à la guerre moderne. La Carden Loyd servit de base à l'Universal Carrier, un véhicule devenu le moyen de transport blindé le plus produit de l'histoire. Environ 113 000 exemplaires furent fabriqués. La tankette disparut en tant qu'unité de combat. L'idée d'un véhicule léger et protégé pour le transport de l'infanterie survécut et se transforma en véhicule blindé de transport de troupes. Le chasseur à canon, une arme jetée puis récupérée. Le chasseur Phantom II entra en service dans la marine des États-Unis en 1960 sans le moindre canon à bord. Ingénieurs et généraux étaient convaincus que l'époque du combat aérien rapproché était révolue. Les missiles guidés atteignaient leur cible à des dizaines de kilomètres de distance.
le canon appartenait au passé. 5 ans plus tard, les fantômes entrèrent au combat au-dessus du Vietnam, et ce calcul se révéla erroné. Les chasseurs à canon dominaient le ciel depuis l'apparition de l'aviation militaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, presque toutes les victoires aériennes furent obtenues au canon. Les pilotes se rapprochaient jusqu'au contact visuel avant d'ouvrir le feu. En Corée, même après le remplacement des avions à hélice par des appareils à réaction, le canon restait à l'origine de la majorité des victoires. Les concepteurs du fantôme estimèrent que cette époque était révolue pour de bon. Mais au-dessus du Vietnam, les missiles RR affichèrent une efficacité de 9 à 13%. Les règles d'engagement exigeaient une identification visuelle de la cible avant le tir, ce qui obligeait à se rapprocher à des distances où les missiles ne fonctionnaient plus. Les fantômes se retrouvaient au combat rapproché sans armes de combat rapprochées. Un pilote résuma la situation en quelques mots. « Les balles sont bon marché et vont là où l'on vise. » Lui avait besoin d'un canon. La marine créa une école de combat aérien, Top Gun, spécifiquement pour apprendre aux pilotes sans canon à survivre aux combats tournoyants. La modification de série suivante du Fantôme, la version E, reçut un canon Vulcan de 20 mm intégré. Et voici ce qui est intéressant. Le chasseur à canon, en tant que concept, n'est pas mort. Il a simplement cessé d'être central. Tous les chasseurs modernes emportent encore un canon comme arme de secours. Mais au cours des 20 dernières années, les victoires aériennes réellement remportées au canon se comptent sur les doigts d'une main. Les chars lance-flammes, une arme de la peur. Le 7 juin 1944, au lendemain du débarquement en Normandie, le 13e peloton du 141e régiment blindé royal britannique employa des chars lance-flammes Churchill Crocodile contre des positions défensives allemandes. 150 soldats allemands sortirent de leurs abris, mains levées, dès les premiers tirs de lance-flammes, sans attendre que les engins ne s'approchent tout près. Les chars lance-flammes répondaient à un besoin précis, déloger l'adversaire des bunkers, des tranchées et des bâtiments fortifiés que l'artillerie ne pouvait atteindre. Le Crocodile tractait une remorque de 6 tonnes, contenant 1800 litres de carburant, de quoi effectuer 80 tirs d'une seconde chacun. La portée atteignait 110 mètres. Sur le théâtre du Pacifique, les Américains transformèrent des chars Sherman en lance-flammes, car le canon classique ne venait pas à bout des bunkers japonais en béton et en corail. Contre les ouvrages défensifs, cette arme se révéla efficace. Mais après la guerre, la tactique changea. Les combats urbains et les opérations de contre-insurrection exigeaient de la précision, non un feu de zone. Les moyens anti-chars, bazookas, Panzerschreck, puis les systèmes de missiles permettaient de détruire le char lance-flammes avant même qu'il n'atteigne sa distance de tir. Les conventions de Genève restreignirent l'usage des armes incendiaires contre le personnel. Les États-Unis retirèrent officiellement les chars lance-flammes du service en 1978. Israël utilisa des engins reconvertis dans les années 80. Aujourd'hui, les missions qu'ils remplissaient sont assurées par des roquettes thermobariques, sans qu'il soit nécessaire de s'approcher tout près de la cible. Les bombardiers en piqué, l'avion mort en piqué. La Stuka. Le Junkers modèle 87. Le hurlement de la sirène pendant le piqué, installé spécialement pour démoraliser l'adversaire. Au moment où l'Allemagne attaqua la Pologne, le 1er septembre 1939, le ministère de l'Air du Reich travaillait déjà à son remplacement. La Stuka était jugée dépassée. La logique du bombardier en piqué était imparable. Entrer dans un piqué serré, larguer la bombe à basse altitude, redresser. Une précision inaccessible au bombardement horizontal. Pendant le Blitzkrieg en Pologne et en France, où la maîtrise du ciel était totale, la Stuka détruisait tout ce qu'on lui désignait. Au-dessus de la Grande-Bretagne, en 1940, la situation changea. Les chasseurs britanniques abattaient les Stuka en piqué. Au point le plus bas, l'appareil volait lentement et ne pouvait manœuvrer. En quelques semaines de bataille d'Angleterre, l'aviation allemande perdit tant de bombardiers en piqué qu'elle fut contrainte de les retirer de ce théâtre. Vers 1943, la Royal Air Force en Afrique écrivit dans des documents officiels que non seulement la Stuka, mais toute la catégorie des bombardiers en piqué était dépassée. Après la guerre, le bombardier en piqué spécialisé disparut.
Les chasseurs bombardiers et les avions d'assaut accomplissaient la même tâche plus vite et avec moins de risques. Sur plus de 6000 Stuka construits, 2 seulement ont survécu jusqu'à nos jours. Les canons d'assaut, l'arme la plus produite sans avenir. Le Stug 3, canon d'assaut construit sur la base du Panzer III, fut le véhicule de combat chenillé entièrement blindé le plus produit de l'armée allemande durant toute la Seconde Guerre mondiale. 11 300 exemplaires du Stug 3 et de ses variantes furent fabriqués. C'est davantage que les chars Panther et Tigre réunis. L'idée était pragmatique. L'absence de tourelles pivotantes rendait l'engin plus bas, moins coûteux et plus simple à produire. Le Stug 3 en version Ausf G coûtait 82 500 Reichsmark contre 103 000 pour le Panzer III à tourelle. À l'origine, le canon était conçu pour l'appui direct de l'infanterie. Lorsque les troupes allemandes rencontrèrent les chars soviétiques T-34 et KV, que le canon du Panzer III ne pouvait percer, le Stug reçut un canon de 75 mm, qui trouvait sa place dans la caisse là où il n'aurait pas tenu dans une tourelle. Mais l'engin sans tourelle souffrait d'un défaut structurel. Pour orienter le canon, il fallait faire pivoter toute la caisse. Dans l'offensive, cette contrainte devenait critique. Le canon d'assaut était une arme d'appui, non de percée. Après la guerre, le char à tourelle pivotante aux capacités polyvalentes supplanta les deux catégories, le canon d'assaut comme le chasseur de chars sans tourelle. La Finlande utilisa des Stug 3 capturés jusqu'à la fin des années 50. L'histoire de cette catégorie s'acheva ainsi. Les avions d'assaut rapprochés, le char volant d'une seule guerre. 36 163 avions. C'est le nombre d'IL-2 que l'industrie soviétique produisit pendant la Seconde Guerre mondiale, davantage que n'importe quel autre avion de combat dans l'histoire. Les soldats allemands le surnommaient la mort noire. Les soviétiques, le char volant. Il avait été conçu pour un seul but, détruire tout ce qui bougeait au sol dans la bande de front, à basse altitude et sous un feu anti-aérien dense. Le concept de l'avion d'assaut blindé reposait sur une logique simple. Si l'avion vole à une altitude de 50 à 200 mètres et attaque en visée directe, la précision augmente fortement. Le blindage protège l'équipage des armes légères et des éclats. La coque blindée de l'IL-2 pesait près d'1 tonne et remplaçait les éléments porteurs du fuselage. La construction d'Ilyushin devenait structurelle et non rapportée. Dans les premiers mois de la guerre, les IL-2 monoplaces subissaient des pertes catastrophiques face aux chasseurs qui les attaquaient par l'arrière, faute de mitrailleurs arrière. Les régiments perdaient 2 à 3 avions sur 10 à chaque sortie. Mais la situation stratégique évoluait plus vite que l'avion. Dès que l'aviation disposa d'une couverture de chasse fiable, l'attachement rigide de l'avion d'assaut au champ de bataille cessa d'être un atout pour devenir un problème. Il se révélait trop lent et trop vulnérable face aux intercepteurs quand la couverture faisait défaut. Après la guerre, on tenta de faire évoluer le concept avec l'IL-10, puis avec des projets à réaction. Mais aucun de ses successeurs ne retrouva l'ampleur de production ni le rôle de l'IL-2. Le chasseur bombardier prit le relais. Une machine polyvalente, qui n'était parfaite en rien, mais n'était impuissante dans aucun rôle. L'avion d'assaut spécialisé, rigidement rattaché à la ligne de front, resta l'arme d'une seule guerre. Si l'histoire militaire vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne ou proposez le prochain sujet en commentaire.